Axel Fermeture, spécialiste de la pose et l'installation de vos menuiseries, vous présente Bonjour Bretagne. Bonjour Bretagne, ravi de vous retrouver comme chaque soir pour décrypter l'actu régionale. Bonjour Christophe. Salut Pauline. Aujourd'hui nous recevons deux chanteuses bretonnantes, loin des clichés traditionnels. Elles font partie de cette nouvelle vague d'artistes qui donne à entendre d'une oreille nouvelle la langue bretonne. Et puis notre ami Mickaël Le Bianic nous retrouvera en fin d'émission pour une chronique dédiée aux petites cités de caractère. Mais tout de suite, on démarre avec un point sur l'actualité de ce jeudi 9 mars 2023 en Bretagne. Et le centre jésuite de Penbock dans le Morbihan accueille chaque année 4000 personnes en quête de spiritualité. Cependant, quelques travaux sont à réaliser, mais aussi à financer. Le centre lance un appel à dons à hauteur de 500 000 €. Une nouvelle formation autour de l'humanitaire vient de voir le jour à Guingamp. C'est une première en Bretagne. Elle est proposée en distanciel tous les samedis pendant un an. On en parle dans un instant. Et c'est la tête et les jambes. La jeune femme interne à l'hôpital de Brest prépare simultanément les championnats de France de cross-country qui se déroulent ce week-end à Carhaix et elle compte bien briller sur ses terres. Mais on ouvre ce JT avec cette annonce météo, Christophe. Oui, en effet, Pauline, comme 61 départements en France, les 4 départements bretons sont placés en vigilance jaune pour vent violent et alerte orange pour un risque de submersion. Cette nuit, des rafales allant jusqu'à plus de 90 km/h sont attendues. Une alerte de Météo France est mise en place jusqu'à 7 h ce vendredi et les coups de vent devraient s'enchaîner les prochains jours. Une nouvelle perturbation revient sur la pointe bretonne dans la nuit de dimanche à lundi. Et puis l'autre info du jour, c'est l'annonce du décès de Paul Ancelin à l'âge de 91 ans. Ouais, figure emblématique du centre Bretagne. Il fut 31 ans maire de Ploërmel, 24 conseiller régional, 22 ans conseiller départemental. Avant de revenir sur son engagement et ses coups d'éclat en politique avec Hubert Couderier, je vous propose de l'écouter. C'était en 2019. Il nous parlait de sa relation avec Jacques Chirac. L'ancien président de la République l'a décoré de la cravate, la Légion d'honneur. On regarde. Relation en public extrêmement chaleureuse. Lorsqu'il m'a décoré de la cravate, on est décoré, vous savez, l'Élysée, on a décoré l'Élysée, c'est un décorum qui est préparé par le protocole, le chef de l'État ne déroge pas. On est décoré dans l'ordre des décorations. Il y avait un vieux briscard qui avait fait la Seconde Guerre mondiale, grand officier de la Légion d'honneur, c'est lui qui était décoré en premier. On donne une fiche au chef de l'État, savoir qui est en face de lui. Il y a une dizaine de personnes. Ah! Monsieur Paul Ancelin, où est-il? Regarde. Ah oui, Paul, je suis heureux de te voir en face de moi. Ça ne se fait jamais à l'Élysée. Ce n'est pas une amitié politique avec Chirac. C'était l'amitié pure. Voilà. Ce n'est pas les amis de 30 ans. Bonjour Hubert. Bonjour. On parle d'une relation plus forte que les fameuses relations des amis de 30 ans. Il faut dire que Jacques Chirac a littéralement sauvé la vie de Paul Ancelin. Oui, c'est une amitié qui s'est scellée à la frontière marocaine pendant la guerre d'Algérie, près de Souk El Arba. Paul Ancelin est en opération de ratissage, il part en avant, il croit tomber sur une section de 25 félagas, mais en fait c'est une compagnie d'une centaine. Jacques Chirac, sans attendre les ordres, vient le sauver, alors que Ancelin a déjà perdu 14 hommes. Et en fait, Ancelin raconte qu'il a compris à ce moment-là que les Français ne gagneraient pas cette guerre d'Algérie. Il appelait Chirac le Grand, il le voyait régulièrement à l'Élysée, quand il était lui-même au cabinet d'Hervé de Charette au Quai d'Orsay. Et il aimait l'Algérie, il avait gardé des liens avec la haute hiérarchie militaire, avec les services secrets, il avait des amis Touareg, il avait fait un livre sur la lutte contre les djihadistes au Sahel. Hubert, Paul Ancelin restera dans les mémoires des habitants de Ploërmel, comme celui qui aura érigé en 2006 une statue du pape Jean-Paul II sur l'espace public, et ça fait du bruit. Ben oui, parce que quand on pense qu'aujourd'hui un maire, un élu ne peut même plus installer une crèche dans sa mairie, on mesure à quel point Ancelin maniait l'art de la provocation avec un franc-parler qui décoiffait et qu'il utilisait pour bousculer la haute administration, aussi bien installer des vidéos de sécurité, de surveillance dans sa ville avant tout le monde, avant beaucoup de maires, mais aussi pour faire venir des entreprises de la région parisienne. Il avait énormément développé sa ville.
Hubert, vous avez régulièrement reçu Paul Ancelin dans votre émission L'invité. C'était bien plus qu'un élu local, hein. C'était un homme libre. Oui, il n'a pas fait une grande carrière au-delà de la préfectorale, des cabinets ministériels et puis de son poste de vice-président du conseil régional. Il avait un réseau incroyable d'Alain Madelin, Jean-Yves Le Drian, en passant par Josselin de Rohan, qu'il savait mobiliser, mais qu'il ne mobilisait pas dans son propre intérêt, mais dans celui de grandes causes. Il espérait recevoir le président Macron dans cette forêt de Brocéliande au service des jeunes, parce qu'il mettait aussi son talent et ses réseaux au service de l'emploi. Merci Hubert Coudurier, vous nous parliez de l'ancien maire de Ploërmel, Paul Ancelin, mort ce mercredi à l'âge de 91 ans. À Guingamp, l'Université catholique de l'Ouest, l'UCO, propose une nouvelle formation autour de l'humanitaire. Elle est proposée à distance le samedi matin aux étudiants, aux salariés ou à toute personne intéressée. Mathilde Kemener a rencontré la responsable de ce nouveau cursus. On l'écoute. On ne frappe pas à la porte en disant « Bonjour, je voudrais partir en mission ». Non, aujourd'hui, il faut avoir un minimum de connaissances. Je suis Marie-Paul Sangère. J'ai décidé de lancer en septembre dernier notre certificat de coopération et solidarité internationale. L'objectif principal, c'est de former, de sensibiliser nos étudiants, mais pas que, au champ de l'humanitaire avec un grand H. Quand je dis pas que, c'est que c'est ouvert bien évidemment aux étudiants du réseau UCO, mais aussi à d'autres étudiants, voire des adultes qui souhaitent se former sur ces matières-là. On sent qu'on a des jeunes qui sont sensibles aujourd'hui, qui ont envie de comprendre ce que c'est que l'humanitaire, s'engager. Aujourd'hui, il faut avoir un minimum de connaissances et de compétences, donc on va pouvoir y répondre. On a 9 étudiants cette année dans le cursus, donc pour une première année, c'est plutôt sympa. Ce qui attire aussi, ce qui facilite, j'ai envie de dire, le recrutement, entre guillemets, des étudiants, c'est qu'on la propose uniquement en distanciel, un samedi sur 2. C'est sur 2 ans. Il y a 70 heures de cours chaque année. Ce format-là, aujourd'hui, on est les seuls à le proposer sur le territoire français. J'ai travaillé pendant quelques années au Burkina Faso en tant qu'éducatrice spécialisée. En rentrant du Burkina Faso, j'ai repris mon boulot d'éducatrice ici et en fait, ça me manquait terriblement. Mais je me dis, il me manque quand même un peu de théorie. Et moi, c'est pour ça que je me suis orientée vers cette formation-là, en fait. Depuis que je suis petite, j'ai ce rêve de faire partie de Médecins sans frontières. Sauf que au cours de mes études, j'ai réalisé que je n'étais pas très douée en sciences. Et du coup, j'ai dû abandonner un peu ce rêve, mais je gardais cet esprit de vouloir servir à quelque chose. Et du coup, quand j'ai entendu parler de ce cursus, je me suis dit que je pouvais tenter. Alors moi, j'aimerais bien que ça ne reste pas qu'un certificat, qu'on passe pourquoi pas un diplôme universitaire, voire une formation licence. On aille beaucoup plus loin en proposant une formation vraiment beaucoup plus poussée. Allez, un peu de spiritualité et de patrimoine à présent. Ouais, Pauline, direction le centre jésuite de Penbock sur les rives du golfe du Morbihan. Le centre accueille chaque année des personnes pratiquantes ou non venus chercher un peu une parenthèse dans leur vie quotidienne. Un grand chantier de rénovation a débuté en 2015 avec la restauration de plusieurs de ces édifices grâce notamment à la Fondation du patrimoine et de ses donateurs. Et c'est désormais un mur qui est au cœur de toutes les attentions. Caroline Chourolier nous en dit plus. Un mur de 240 mètres de long sur lequel court le GR34 surplombe la plage de Penbock à Aradon. Mais il protège également le centre spirituel jésuite. Il a presque 150 ans et le jointoiement des pierres s'est petit à petit abîmé. Aujourd'hui, on s'est dit, rénovons complètement le mur. L'eau monte aussi, le climat change, il nous faut un peu anticiper demain. Mais ce mur a également une histoire ancrée dans les mémoires et gravée sur ses ardoises. Des noms, blasons, mots spirituels, car jusqu'au milieu des années 70, Penbock était un lieu de retraite ou de repos. Une autre dimension patrimoniale du lieu, c'est-à-dire le souvenir que les élèves du lycée Saint-François-Xavier qui ont fréquenté ce lieu ont laissé sur ces murs avec des graffitis. Il y a la possibilité de se relier avec des familles, avec des élèves, avec une histoire du lieu. Et 2, c'est l'occasion effectivement de souligner le caractère tout à fait original de cet endroit. Depuis 2015, plus d'1 400 000 € de dons ont déjà permis de rénover la chapelle et les bâtiments, insufflant une nouvelle dimension au centre. Plus de 4 000 personnes y viennent désormais chaque année pour s'y ressourcer, prendre du recul.
Ce site est vivant et accueille de plus en plus de retraitants, de sessionnistes et de gens qui viennent passer du temps, prendre du temps pour faire le point, se poser. Et souvent les gens nous disent qu'il y a un avant et un après. Et je pense que c'est ça qui fait que les gens sont attachés et en gros nous suivent pour prendre soin de ce lieu, comme ce lieu a pris soin d'eux à un moment de leur vie. Pour rénover le mur ainsi que l'abri du marin situé à une extrémité, 810 000 € sont nécessaires. La Fondation du patrimoine espère obtenir 500 000 € de dons d'ici décembre 2023. Elle fait partie des grandes favorites du championnat de France de cross-country qui se déroule ce week-end à Carhaix. Marie Bouchard, c'est la tête et les jambes, étudiante en médecine. C'est aussi une athlète accomplie, portrait signé Jérôme Gallo. En terminale, j'avais pas du tout les mêmes objectifs sportifs, même si je savais que je voulais continuer à courir et que ça m'embêtait qu'en médecine on me dise que c'était pas possible. Et voilà, je suis peut-être têtue, je sais pas, ou persévérante plutôt, ouais. Et donc c'est possible, c'est pas facile, mais c'est possible. Je suis Marie Bouchard, interne en médecine et aussi sportive de haut niveau en athlétisme. Je suis interne de premier semestre, donc ça veut dire que je viens juste de commencer l'internat. J'ai choisi la spécialité médecine physique et de réadaptation. C'est une spécialité de rééducation. La nuit s'est bien passée au niveau des douleurs. C'est bon pour tout. Ça s'est bien passé. Ouais. Toujours des fourmillements dans le. Ouais, de temps en temps le soir. Dans le même fantôme. Ça part au bout d'une demi-heure à peu près, une demi-heure, une heure. D'accord. Après c'est bon. Ok. Par semaine, la médecine, j'y consacre entre 40 et 50 heures. Je m'entraîne environ entre 7 et 10 fois par semaine. Ça fait à peu près 130 km de course à pied. Je dirais pas que c'est un sacrifice parce que c'est un choix de ma part d'avoir choisi de faire médecine au départ, même si j'avais pas les mêmes objectifs sportifs. Après, c'est vrai que c'est pas facile et là, je suis en train de m'organiser pour que les prochains semestres, en tout cas, soient un peu plus aménagés et pour me permettre d'avoir plus de temps à l'entraînement, mais surtout plus de temps de récupération en fait. Donc il est 12h30, là j'ai de la chance, le service était assez calme ce matin, donc je vais pouvoir aller courir 30 minutes. Et puis j'irai recourir ce soir après l'hôpital. Allez Marion! À Carhaix, j'imagine que ça va être vraiment dingue. Mon objectif, c'est de faire la meilleure course possible au championnat de France. L'année dernière, j'avais fait 2e, donc j'espère faire au moins aussi bien. En tout cas, je pense qu'il va falloir batailler très fort pour aller sur le podium. Allez, on reprend son souffle et du sport. On passe à la chanson avec Pauline et ses invités. Elles chantent en breton toutes les deux. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour elles, ça veut dire beaucoup. En tous les cas, elles vont nous expliquer pourquoi. Bonjour Gwenine. Bonjour. On vous entend régulièrement ces derniers mois puisque vous présentez votre 7e album Imram aux 4 coins du Grand Ouest. Ce samedi 25 mars, vous jouerez à l'Arvest à Plébin. Bonjour Madeleine Anne. Bonjour. Votre premier album Nevez Amzer sort ce 24 mars. Vous le présentez depuis plusieurs mois par petites touches dans les festivals bretons. Vous avez toutes les deux beaucoup de points communs. C'est pour ça qu'on vous a invité ensemble, mesdames, à commencer par une écriture en langue bretonne. Gwenine, vous êtes bretonnante de naissance. Madeleine, vous avez appris le breton adulte. Toutes les deux, ma première question s'adresse à vous deux. Chanter en breton, est-ce que ça fait partie d'une démarche engagée? On commence avec vous, Madeleine. Oui, il y a un petit côté militante. Alors pour moi, ça n'a pas forcément la même valeur que pour Gwenine parce que c'est une langue que j'ai apprise moi en étant adulte sur le tard. Mais d'autant plus, j'ai envie de participer aussi avec tous les autres artistes qui s'expriment dans cette langue à faire connaître et à diffuser la langue bretonne, ouais. Gwenine. C'est vrai que ça n'a pas été un choix pour moi, tout simplement parce que j'exprime mes émotions en langue bretonne. J'exprime quelque part mes émotions de petite fille, quelque chose d'assez pur que je retrouve sur scène et quand j'écris des chansons. Et voilà, il y a quelque chose de mes débuts et c'est important pour moi de chanter en breton, même si c'est un combat.
De toute façon, de la même façon que Madeleine a imposé le breton sur une scène. C'est pas toujours évident. Il y a toujours quelqu'un pour vous dire qui comprend pas les paroles. Alors justement, quand vous avez la chance de jouer devant aussi des publics bretonnants, ça arrive aussi régulièrement. Est-ce que ça prend une nouvelle dimension aussi quand vous savez que vous avez un public qui comprend vos paroles, ou alors ça change rien pour vous? Après on peut jouer aussi sur la langue. Moi, c'est vrai que la dernière chanson là qu'on a sortie, Choménon, là, par exemple, c'est une chanson que j'aurais jamais écrite, jamais interprétée. J'aurais pas osé la chanter en français. Donc il y a aussi ce côté, on peut un peu se cacher derrière la langue parce qu'on sait qu'elle va pas forcément être comprise par tout le monde. Reste en moi. C'est reste ça, en moi, la exactement. Française. Donc voilà, j'aurais pas assumé. Mais d'un autre côté, il y a cette frustration d'écrire des choses peut-être plus engagées. Où moi, j'écris sur l'environnement, par exemple, et la frustration de ne pas être compris par le plus grand nombre. Ouais. Donc à double tranchant. Justement, Gwenyne, en amont de votre concert du 25 mars à Plébin, vous allez rencontrer des élèves bilingues de la commune. Est-ce que vous vous sentez aussi ambassadrice de la langue bretonne dans ces moments-là ? Oui, bien sûr. Quand on me demande d'aller vers des enfants, des élèves qui apprennent le breton et qui surtout l'utilisent dans leur vie scolaire, c'est une manière de leur montrer déjà que la langue bretonne, elle existe ailleurs qu'à l'école. Que c'est pas une langue morte. Oui. En fait, dans votre démarche. Et qu'on peut en faire quelque chose surtout de très concret, puisqu'elle me donne un vrai métier depuis plus de 20 ans maintenant. Et c'est une manière de dire que voilà, la société, elle est là, elle tient ses promesses en Bretagne. Sur des rythmes modernes, vous n'êtes pas dans des rythmes traditionnels toutes les deux. C'est quand même aussi votre point commun. Vous chantez certes en langue bretonne, mais sur avec des instruments très contemporains. Et voilà, donc ça, c'est aussi des nouvelles références pour les jeunes, Madeleine. Oui, on essaye en tout cas. C'est ce qu'on discutait justement. C'est vrai que le taux de scolarisation, il n'est pas non plus énorme en bilingue par rapport au Pays Basque, par exemple, ou des choses comme ça. Et les jeunes n'ont pas forcément énormément de références. Enfin, c'est vrai que si la musique traditionnelle, c'est pas ton truc, derrière, en langue bretonne, il y a peu de projets. Il y a peu de propositions. Alors, un article de RFI que j'ai trouvé parle de vous, Madeleine, comme la modernité bretonnante. C'est une définition qui vous convient ? Oui, on peut voir comme ça. Après, voilà, la musique traditionnelle a aussi ses aspects de modernité. Il ne faut pas non plus opposer les deux. Mais il y a aussi le fait dans les musiques actuelles, il faut être présent de la même façon que des projets en anglais ou en français. Voilà. On va tout de suite écouter un extrait de votre clip Choménon. La cadran mesreite pas. Friske en duvel darin og floden mar av gustadik a gulv var ut ger utus og gemom no sonjal inut a genus treminet geni. Madeleine, vous aviez fait la première partie de Jane Birkin lors du festival de Cornouailles l'été dernier. Vous vous étiez aussi fait connaître pas mal en chantant aux côtés de Robin Foster au bout du monde, si je ne me trompe pas. Il y a la volonté aussi de côtoyer des genres musicaux différents, là aussi de montrer l'ouverture de votre travail. Oui, c'est vrai que Robin Foster, c'est un peu lui qui m'a ouvert la voie. Enfin, c'est vrai que l'expérience sur la scène du Festival du Bout du Monde a été révélatrice pour moi et je me suis dit, j'ai envie de faire ça et j'ai envie de composer aussi avec mes compères sur des sonorités qui sortent un peu de l'ordinaire, avec la langue bretonne, La langue bretonne n'est pas le seul engagement de vos chansons. On y retrouve des thèmes comme l'écologie, vous en parliez, le féminisme. De quelle façon vous abordez ces thèmes, Gwenyne ? Tout simplement avec ce que je vis. Ce que je vis, c'est la chanson, par exemple, La fille du vent, qui est une chanson en français. Je parle d'une petite fille qui m'a marquée dans ma vie et qui était dans un carcan social. Elle n'arrivait pas à se libérer de ses liens. Et elle fait aujourd'hui écho aux Iraniennes. Et aujourd'hui, je rends hommage aux Iraniennes, à leur force de volonté, à leur courage incroyable de se libérer du joug des mollahs et de la tradition en fait qui les écrase complètement. On peut dire que ici en France,
on a beaucoup de chance parce que de vivre aujourd'hui en Iran, c'est incroyable, quoi. Comment c'est devenu dangereux de vivre sa vie. Une de vos chansons de cet album s'appelle Méivé, pardon, je prononcerai mal, qui signifie moi aussi, Me Too. Ouais. Vous avez été marquée par ce mouvement, Gwynine. Oui, parce que ça se dit en breton aussi, Me Too. Bien sûr, en fait, on se rend compte que Me Too, on a besoin de le dire parce qu'on a toutes été confrontées au pouvoir des hommes. Et ça m'est arrivé plus à Paris, en fait, qu'en Bretagne, parce que c'est à Paris qu'il y a des personnes qui ont beaucoup de pouvoir et qui se permettent, en fait, d'être comme ça avec les femmes. Vous parlez dans l'univers musical, Gwynine, particulièrement. Tout à fait. Dans le milieu musical, on a affaire à des hommes qui ont du pouvoir et qui font du chantage, tout simplement. Bon, bien sûr, il faut avoir la présence d'esprit de dire non, mais je sais qu'il y a... On n'a pas toujours cette force. Mais le Méivé donne cette force. Mais tout à fait, oui, tout à fait. Et c'est aussi aux femmes de s'imposer et non pas d'être demandeuses. Parce que quand on est demandeuse, on a forcément des hommes forts devant nous. Si on n'est pas demandeuse, on n'a pas de... On va écouter un extrait justement de Méivé. Clin d'œil en costarmoricain qui nous regarde avec ces images tournées à Plougrescan. On a l'impression que vous créez une nouvelle histoire de la musique en Bretagne. Quelles sont vos références? Parce qu'on a l'impression que vous inventez quelque chose. Il y a quand même Nolwenn Corbel peut-être qui peut citer. Sur la scène bretonne, en tout cas, Nolwenn Corbel, Gwynine, clairement. Ce qu'on dit pas, c'est que Gwynine, il y a 20 ans, vous l'évoquiez, vous avez aussi dépoussiéré le... C'est le 7e album de Gwynine, c'est votre premier album. À l'époque, c'était ça. Oui, tout à fait. Je suis tellement ravie de voir aujourd'hui pour la première fois déjà Madeleine Anne. Oui, elle se rencontre pour la première fois sur notre plateau. De pouvoir la rencontrer aujourd'hui et puis de la féliciter et de l'encourager. C'est juste génial. Je pense que la Bretagne est capable de tout ça, quoi. Elle est capable d'une diversité culturelle incroyable. On a tous de la place en Bretagne pour exprimer notre culture, nos racines, notre langue pour certains. Mais il y a une foison, enfin je trouve, d'artistes très talentueux en Bretagne et on a beaucoup de chance de vivre dans ce pays. Vous le ressentez comment, ce que dit Gwynine? Justement, il y a un accueil pour vous. Vous parliez de Robin Foster, il y a des artistes qui vous portent ici. Oui, c'est assez encourageant. C'est vrai qu'on peut être perçu un peu là, comme des ovnis parce que on est très peu. En tant que femme aussi, hein, c'est un milieu, voilà, tu disais, c'est encore moins facile quand on est une femme, voilà, quand on s'exprime dans une langue minoritaire, encore plus, mais on a la chance de rencontrer des gens qui y croient et qui trouvent qu'effectivement ça amène un vent de fraîcheur aussi, un peu de nouveauté et qu'il y en a besoin dans un monde, enfin voilà, c'est très mondialisé, la musique est très mondialisée, on veut du mainstream, des choses, voilà, qui se ressemblent, et non, il faut apporter autre chose, quoi. Merci pour cette réflexion très pertinente. Je crois que tu voulais poser une question à Gwynine par rapport à... Parce qu'en fait, vous tournez, on parle beaucoup de la Bretagne, mais Gwynine, c'est international. Oui, alors c'est international depuis plus de 10 ans maintenant. Je tourne pas mal en Europe. Hein. J'ai la moitié de mes dates en dehors de la France. Et puis, petite nouveauté, depuis 2-3 ans, là, je tourne beaucoup plus dans les régions françaises qu'en Bretagne. Donc voilà, j'ai fait le tour du propriétaire depuis un moment. Et c'est vrai que maintenant, j'ai beaucoup de plaisir à rencontrer le public breton, d'ailleurs, la diaspora, mais aussi beaucoup de gens qui aiment la Bretagne, et il y en a. Alors pour vous voir, maintenant qu'on vous a tous mis l'eau à la bouche, c'est le samedi 25 mars prochain, à l'Arvest, à Plévin, votre album Imram, je le prononce bien, Gwynine? Imram, ça veut dire Odyssée. Tout à l'heure. Odyssée, il est disponible en vinyle, mais pas que. Hein, vous l'avez aussi sur les plateformes, évidemment. Madeleine, votre album Nevez Amzer. Nevez Amzer. Amzer, j'avais oublié. Je suis désolée, je vais perfectionner mon breton. Il est disponible dès le 24 mars prochain. On l'attend avec impatience. Merci infiniment toutes les deux d'être venues. Vous restez avec nous pour assister à la chronique de Michael.
Salut Mickaël. Nosvat der Tut, parce qu'apparemment vous avez des bretonnantes sur le plateau du coup. Salut, mon ara. Mon arama d'Antraouia. Allez, tu nous parles aujourd'hui d'un projet, Mickaël. Oui, alors c'est un projet que l'on mène avec les petites cités de caractère et le but c'est de valoriser justement le patrimoine immatériel de ces petites cités. Alors les petites cités de caractère, pour rappel, c'est une association nationale, donc c'est un réseau national et le but de la mission de cette association, c'est la sauvegarde et la valorisation du patrimoine des communes labellisées afin d'en développer leur attractivité. Et aujourd'hui, il y en a une trentaine en Bretagne. Alors Mickaël, justement, comment font ces communes pour obtenir ce label ? Alors ces communes, il y a une charte qu'ils doivent remplir, qui a des critères évidemment, comme par exemple une commune ne doit pas dépasser 6000 habitants, doit avoir également un monument historique sur son territoire et doit également avoir un projet pluriannuel de mise en valeur du patrimoine et de réhabilitation de ce patrimoine-là. Alors vous l'aurez compris, jusque-là on est vraiment sur du patrimoine plus bâti. D'habitude tu nous parles de patrimoine immatériel, là on en est très loin Mickaël. Eh ben j'y viens, ne piaffez pas d'impatience comme ça. Alors c'est là que Bretagne Culture Diversité intervient justement, l'association pour laquelle je travaille. L'assaut des petites cités de caractère s'est rapproché de nous l'année dernière afin de mener un projet expérimental et participatif afin d'identifier et de valoriser le patrimoine vivant de 2 communes. C'est pour ça qu'on parle d'expérimentation, c'est que pour l'instant on a mené ça sur 2 communes que sont Le Fou dans le Finistère, donc pas très loin de Brest, et Châtelaudrin-Plouagat, beaucoup plus au nord, donc plus à côté de Saint-Brieuc. Le projet s'est lancé l'année dernière et se terminera en mai cette année. Alors ce qui est intéressant là-dedans pour nous, c'est de voir que le patrimoine culturel immatériel est un élément de valorisation pour une asso comme celle des petites cités de caractère. Et comment ça se passe sur le terrain, Mickaël ? Alors, on a une certaine expérience maintenant, car nous avons déjà mené un inventaire participatif sur le pays centre-ouest de Bretagne. Donc, on va dire, on a calqué un petit peu ce qu'on a fait dans ces 2 communes-là. Alors, pour ça, on a organisé avec les communes concernées et les petites cités de caractère des réunions publiques. Et on a également été sur les marchés à plusieurs reprises afin de collecter tout ça. Qu'est-ce qui ressort de ces rencontres organisées avec les populations ? Alors imaginez bien, il y a toujours plein de choses qui peuvent en sortir. En patrimoine immatériel, on peut parler de recettes de cuisine, voilà, les crêpes par exemple, les jeux traditionnels comme les boules ou encore les quilles, les langues évidemment, langue bretonne et le galop. Aujourd'hui, en fait, l'idée, c'est de mesurer l'état de santé de ces patrimoines-là afin d'imaginer en parallèle des pistes de valorisation pour la sauvegarde et la transmission de tout ça, quoi, avec des acteurs locaux évidemment. Concrètement, je vais vous donner un exemple concret parce qu'à chaque fois les exemples ça marche toujours mieux. On monte à Châtelaudrin, donc Châtelaudrin-Plouagat. Là-bas a été identifiée la langue gallo, le patois, ils l'appellent là-bas le patois, donc il a fallu un peu adapter un peu notre discours. Du coup, l'idée est née de valoriser les Galaisans par des portraits, en fait, portraitisés par des portraits vidéo de ces porteurs de savoir. Et l'association Chubry, qui travaille déjà à la valorisation et la sauvegarde du galop, a été mis dans la boucle et va nous accompagner en fait dans le collectage de tout ça. L'idée est ensuite que les communes continuent de valoriser ces éléments identifiés pour continuer à les faire vivre. Et du côté du Fou, alors on redescend pour le coup. Alors là, du coup, on redescend au Fou, qui est pays beaucoup plus bretonnant. Donc le breton, évidemment, est sorti. On peut parler des savoir-faire des crêpes aussi, le cidre, et encore le pastéo. Est-ce que vous connaissez le pastéo ? Ce que c'est que le pastéo ? Non. Non. Alors le pastéo, c'est un gâteau, c'est une brioche qui est proposée uniquement à la période des gras au Fou. Alors Fou est un petit peu aussi dans sa région, donc c'est un gâteau des gras, on va dire. Voilà, c'est tout à fait ça. Alors on en sort, j'en ai pas apporté avec moi, sinon où je vous en aurais pu vous en faire livrer si j'étais venu aussi en plateau. Mais l'idée est, par exemple, là, ça serait de proposer des ateliers cuisine pour sauvegarder un petit peu ce savoir-faire et qui soit transmis de génération en génération et qui fasse sens en fait et patrimoine au bout d'un moment. Mais pour le moment, on est qu'à l'identification et à mesurer un peu la vitalité de tout ça. Je vous en dirai plus par la suite. Ouais, mais moi, je vous ramènerai les Queen des Gras. Et ça, c'est une vraie histoire. Là, on va raconter les choses. Là. C'est la même tradition. Ouais. Alors, la finalité, évidemment, l'idée pour les petites cités de caractère est de valoriser le patrimoine vivant autant que le patrimoine bâti, et c'est déjà beaucoup. C'est une mise en valeur en fait de ce patrimoine qui est porté par les populations. Et si certaines communes labellisées nous regardent ce soir, n'hésitez pas à rentrer en contact avec Bretagne Culture Diversité ou encore avec les petites cités de caractère s'ils souhaitent voir la valorisation de leur patrimoine immatériel comme ces 2 communes. Merci Mickaël de nous avoir éclairé sur le sujet. On te retrouve dans 15 jours, peut-être à Brest. Allez, merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir cette émission
émission en replay à suivre. La météo et puis multisport présenté par Laurent Villebout. Nous, on se retrouve demain, même heure, pour une nouvelle édition. D'ici là, passez une très belle soirée en Bretagne. Kenavo. Axel Fermeture, spécialiste de la pose et l'installation de vos menuiseries, vous a présenté Bonjour Bretagne.